Welcome to Canada's podcast. Bonjour tout le monde. Donc, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Philippe, merci d'être avec nous. Super. Donc, aujourd'hui, je suis avec Philippe Vachon, directeur général et associé de l'entreprise Mes-Bobettes. Donc, évidemment, là, ça fait l'entreprise. Peut-être que les gens l'ont déjà entendu parler sur les médias sociaux, en ligne, à la télé. Donc, mais par contre, peut-être que ce qu'on sait moins, c'est l'histoire derrière l'entreprise et derrière l'entrepreneur. Donc, raconte-nous là, comment tu es venu à fonder l'entreprise. Oui, dans le fond, ça va faire bientôt 11 ans qu'on est en opération. C'est comme un spin-off de notre entreprise. On avait lancé une agence interactive, communication interactive, donc très, très web à l'époque. Donc, on parle de 2008 environ. Puis, au tournant des années 2010, nous, on voulait faire du commerce électronique. On attendait d'avoir le bon client. Ça ne venait pas. Donc, on s'est dit, on va nous-mêmes se créer notre propre client pour montrer ce qu'on sait faire puis faire vraiment les meilleures pratiques à l'époque du commerce électronique. Donc, on retourne à 2010. Ça coûtait très cher faire du commerce électronique à l'époque, surtout la plateforme. Il fallait quasiment avoir des plateformes custom où ils commençaient à avoir ce qu'on appelle des CMS pour nous permettre d'avoir des solutions un peu moins dispendieuses. Donc, nous, c'était Magento à l'époque pour les gens qui connaissent. C'est comme ça que ça a commencé, puis on ne savait pas quoi vendre. Puis tous les gars, on s'habillait bien. On a réalisé qu'on avait tous les sous-vêtements troués ou qui faisaient très dur. Donc, on s'est dit, hey, pourquoi pas des sous-vêtements? Ça va être ça va être léger, donc facile à expédier, peu cher. Pas de retour. Donc, souvent, le problème dans le commerce électronique, c'est les échanges, les remboursements. En vendant les sous-vêtements, les clients, ça leur tente pas de retourner des sous-vêtements. Ils comprennent qu'on peut pas les reprendre. Donc, il y avait déjà moins d'éducation à faire. Puis, on s'est dit, si jamais on a un slow start en commençant l'entreprise, il n'y a pas de saison, nos produits vont pas perdre la valeur au fil du temps parce que nous, on l'avait vu dans notre agence, il y avait des clients qui lançaient des compagnies. Puis le problème qu'il y avait, il n'y avait tellement pas de temps pour vendre leur stock, que leur stock devenait déjà comme périmé en guillemets, devait le liquider et c'était fini. Souvent, les compagnies mouraient après quelques saisons ou même passaient même pas la première année d'opération. Donc, on s'est dit, il ne faut pas aller là. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé l'entreprise. Au début, c'était vraiment un laboratoire, mais il est arrivé des choses dont notre mannequin qui est allé à Star Academy, ça a donné que notre mannequin, c'était Olivier Dion, s'est ramassé à Star Academy. Il ne voulait pas que personne sache qu'il était dans l'entreprise, mais finalement, la production, au contraire, ils ont voulu faire un genre de sexe symbole. Puis ils sont venus matcher Olivier avec notre compagnie. Il y avait 4 millions de codes d'écoute ce soir-là, je vais toujours m'en souvenir. Puis on voyait l'entrepôt, le logo, on a tout vu. On a vraiment comme faire un pitch d'entreprise. Puis là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on est devenu une vraie entreprise parce que là, les ventes ont explosé. Puis là, on n'a pas eu le choix. Moi, j'ai dû faire un choix entre les deux entreprises parce qu'au début, j'essayais de faire un peu les deux. Puis j'ai décidé de me concentrer chez Mes-Bobettes, mais ça a pris quand même plusieurs mois avant de pouvoir m'y consacrer à temps plein. Donc, c'est un peu le résumé des premières années. Là. Puis dans le fond, là, c'est ça, vous vous êtes associés. Ça ressemblait à quoi un peu là, les premières conversations de on part ça? On a une idée, mais ce qu'on entend moins parler, là, ça se passe comment là, derrière, dans le backstory, comme on dit? Ah, ben, c'est ça. Nous, ce qui est arrivé, on allait faire vraiment un petit lancement, puis on a croisé Éric Salvaille dans un party à l'époque. Puis mon associé il a parlé de ce projet-là. Puis Éric, c'est un gros collectionneur de sous-vêtements. Puis il a vraiment trippé sur l'entreprise. Puis Éric, à l'époque, il était vraiment à son apogée. Là, il était dans toutes les shows. On le voyait beaucoup, beaucoup. Fait qu'on a fait un deal où il allait être actionnaire. Il y a quand même un gros pourcentage de l'entreprise en échange de pouvoir bénéficier de sa visibilité médiatique. Donc, ça nous a amené de la publicité gratuite. Donc, on a fait ça pendant 1 an, 2 ans, puis on a quand même fait un petit step back avant de lancer pour faire un plus gros lancement, puis ça a été super bénéfique. Donc, grâce à ça, on s'est ramassé à tout le monde en parle. Il y a eu énormément de couverture médiatique. Ça, mélangeant Star Academy, ça a été vraiment... Honnêtement, on vivait un rêve à l'époque parce que, comme tout se plaçait, puis les choses, c'était vraiment... on s'est fait dire à Star Academy qu'on avait eu la publicité comme plus que des gros annonceurs qui avaient été là, puis les gens étaient jaloux de nous, puis ils nous disaient, ce que vous avez, vous ne pourriez même pas l'acheter, là, on est même prêt à mettre un chiffre là-dessus. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé derrière les portes closes. Puis après, je vous dirais 2-3 ans, je ne me souviens pas exactement, on a racheté les actions d'Éric. Ça n'a pas rapport avec l'histoire qui est sortie dans les médias. C'est vraiment un rachat. Ça s'est fait dans les bonnes règles. Là. Tout le monde était content, un peu récent, parce qu'on avait un nouvel actionnaire. Puis il a racheté les actions d'Éric. Éric est sorti parce qu'il devait se concentrer sur d'autres projets. Donc, c'est sûr que quand ça a sorti dans les médias, c'est sûr que tout le monde nous a contactés parce qu'il y avait beaucoup de gens dans les médias qui savaient qu'il était actionnaire avec nous. Mais nous, on ne s'est pas mêlés à ça parce qu'on n'était pas mêlés. Il n'était plus actionnaire à l'époque. Donc, c'est un peu comme ça que ça a démarré l'entreprise. Il y avait beaucoup de choses quand même exceptionnelles à l'époque qui se passaient, mais ce fut une très belle expérience.
Fait que dans le fond, là, quand, admettons qu'une entreprise vit un peu une situation comme, ben, je pense pas qu'il y a tant de situations comme la vôtre, mais tu sais, je veux dire, on travaille fort, on se trouve une belle visibilité, on met les bonnes personnes autour de la table. Puis quand s'il y a une situation qui arrive, ben c'est ça un peu l'apprentissage que vous avez fait, c'est ben heureusement, vous étiez capable de dire ben on est dissociés, mais tu sais, comment vous avez fait ces réflexions-là? Est-ce que vous avez trouvé que vous avez eu besoin de retravailler sur votre visibilité? Est-ce que vous avez eu des regrets? À l'époque, on était déjà quand même assez avancé. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites. Puis, je te dirais, ça n'a pas été un enjeu. Tu sais, ça a brassé comme une journée ou deux. Là. Puis, finalement, ça s'est calmé autour de nous. Là. La soupe est devenue un petit peu plus froide. Puis, moi, j'ai expliqué que je ne voulais pas me mêler de ça. Puis, nous, on avait déjà amorcé un pivot dans l'entreprise. On en parle souvent. Là. C'est un mot qui est très à la mode, de pivoter. Nous, le problème de mesbobettes.ca depuis le jour 1, c'est qu'on avait un mauvais modèle d'affaires. Donc, on était revendeurs. Donc, on vendait des grandes marques. Fait que tout le monde faisait de l'argent sauf nous. C'était aussi simple que ça. Donc, on payait de la publicité, on faisait plein de choses pour que ça fonctionne, mais personne ne nous payait pour le faire. Puis en plus, il fallait faire des rabais. Souvent, il faut que tu absorbes les frais de livraison, donc c'était très problématique. Donc, on avait déjà amorcé un pivot. Nous, on voulait garder le modèle d'affaires de Mesbobettes parce que c'était quand même populaire. On avait un certain succès, mais on voulait créer notre propre marque. Donc, en créant notre propre marque, on est devenu manufacturier. Évidemment, on fabrique en Asie. Tout est designé ici, tout est conçu ici, mais la fabrication, c'est sous-traité en Asie. Donc, on importe notre marchandise. Puis, on s'est lancé là-dedans. Puis, lorsqu'on était prêt, ça a donné que j'ai pu aller faire dans l'œil du dragon au Québec. Puis, j'étais déjà allé, personne ne le savait, mais je n'avais pas été diffusé, mais j'avais participé à l'émission. Puis j'avais tout appliqué les conseils qu'il m'avait donnés. Donc, je savais que si j'y retournais, j'allais être vraiment, vraiment solide. Puis on a fait vraiment de belles prestations. Ça va faire 3 ans. Ça vient de faire 3 ans. Puis ça a été un gros game changer, excuse-moi l'expression, dans notre histoire. Parce que pour une fois, Star Academy, on n'était pas prêts. À l'époque, la technologie n'était pas là. C'est sûr que ton serveur allait planter, des choses comme ça. Là, on était rendu sur une technologie qu'on savait que ça n'allait pas planter. On avait préparé, on avait des concours, tout était prêt, donc on a pu capitaliser là-dessus. Puis là, pour une fois, après quasiment 7-8 ans de dur labeur, on a eu vraiment une belle passe sur la palette, puis on l'a mis top corner, puis on était très contents. Depuis ce temps-là, on a pu surfer là-dessus, puis ça a comme vraiment donné un nouvel élan, parce que on avait eu des gros élans au départ, mais après, on a commencé à avoir des problèmes. Donc, beaucoup de résilience pour se rendre jusque-là. Fait que c'est pour ça, des fois, j'entends des entrepreneurs ça prend beaucoup d'années. Puis quand tu as ta chance, c'est là qu'il faut que tu apprennes puis rate-la pas. Puis moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Là. Puis en parlant de résilience, toi, là, comment que... Je sais que vous êtes plusieurs associés dans l'entreprise, mais toi, personnellement, comment que tu les as vécus là, à un niveau personnel ou peut-être même familial, si on peut dire, ces hauts et ces bas-là? C'est comment que ça se passe là, quand, comme tu dis, j'ai peut-être sans raison de fermer, de mettre la clé dans la porte, mais je veux continuer. Comment que tu t'es senti? Moi, personnellement, ça a été hyper difficile pour moi parce que quand on a lancé cette entreprise-là, toutes mes choses allaient bien. J'étais vraiment sur un nuage. On était au début où l'entrepreneuriat, c'était sexy, puis j'avais l'impression quasiment d'être invincible. Tout fonctionnait bien. Je commençais à faire des sous rapidement. Les choses allaient bien. Puis, du jour au lendemain, là, tout s'est effondré. Puis, j'avais 2 entreprises. Puis, quand une qui allait bien, l'autre allait mal. Je m'en allais dans elle pour m'en occuper. Là, l'autre était tout le temps sur le bord de la faillite. C'était pas comme mal un peu, c'était vraiment sur le bord de la faillite. Fait qu'il a fallu que je redresse les 2 entreprises, chacun à leur tour. Puis moi, à un moment donné, je me suis retrouvé un peu comme mes associés étaient complètement désintéressés de l'entreprise. Puis j'étais le seul qui pouvait la sauver. Puis moi, j'avais comme beaucoup d'attachement. Puis je voyais que c'est une entreprise qui était... que je pouvais amener, je vais dire international, mais je pouvais amener quasiment vraiment un autre niveau versus mon entreprise qui était un peu plus comme provinciale. Je voyais que c'est une entreprise qui pouvait avoir beaucoup de potentiel. Donc, moi, j'ai été vraiment comme le fighter là, qui s'est battu jusqu'à la dernière seconde pour rallier tout le monde, aller chercher de nouveaux investisseurs, convaincre mon meilleur ami de laisser tomber l'autre entreprise, s'en venir avec moi. Moi, je me suis séparé à travers ça. Il y a eu plusieurs mois que je n'étais pas capable de me prendre de salaire. Donc, je pigeais dans mes économies. Ça a été très, très, très difficile. À un moment donné, j'avais tellement détruit mon crédit que je n'étais même plus capable de m'acheter une maison. J'ai pris beaucoup de choses personnelles. C'est sûr que c'est certain que j'ai beaucoup changé au niveau personnel dans tout ça parce que c'était tellement difficile, mais j'ai jamais perdu la foi. J'ai toujours continué d'y croire. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas t'expliquer comment j'ai fait,
Mais jamais je me levais, puis ça me tentait pas de travailler, j'étais tout le temps motivé. Puis je savais que j'allais finir par trouver le filon. Puis à travers toutes ces difficultés-là, il y avait plusieurs moments où on avait des succès, qu'il y avait des choses, puis on voyait bien que notre modèle d'affaires n'était pas bon. Fait qu'on savait que si on le changeait, mais ça prend du temps, tu sais, ça prend du temps. Puis pendant ce temps-là, moi, j'ai une petite fille, puis tu sais, la vie continue. Puis fait que ça a été très, 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 très difficile, je te le cacherai pas. Mais aujourd'hui, le ciel s'est éclairé, puis on apprécie beaucoup notre vie, puis on apprécie beaucoup vers où on s'en va, mais c'est sûr que ça a été une époque très, très, très rock'n'roll. Je ne retournerai pas là. Ben, je pense que la manière que tu le décris, tu l'as bien incarné d'être invincible malgré tout ce qui t'est arrivé là, de passer en travers. Puis je pense que c'est ça le gros point d'apprentissage, c'est OK, il faut qu'on change notre modèle d'affaires. Fait que c'est quoi un peu les conseils que tu as à donner pour les gens qui se disent OK, mais il semble là, que je travaille vraiment fort pour mon entreprise, puis peut-être qu'ils ont peut-être la lumière qui vient d'allumer, là, peut-être qu'il faudrait que je rechallenge mon modèle d'affaires. C'est quoi les étapes que vous avez faites pour réaliser ça? Ben, nous, c'était vraiment, tu sais, une fois, quand tu commences à vendre en ligne, tu te rends compte que, tu sais, l'enjeu du prix est vraiment important. Puis, si tu es revendeur, tu es pris avec des prix suggérés par tes partenaires ou avec les gens avec qui tu travailles, tu peux pas commencer à faire ce que tu veux. Donc, c'est très limitatif. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, nous, à l'époque, les marques et les compagnies d'affaires, ils vendaient pas sur Internet. Ils laissaient ça aux revendeurs. Et là, aujourd'hui, en plus, eux autres, ils vendent. Donc, si eux autres commencent à baisser leur prix, t'es mort, tu sais. Fait que tu veux pas être dépendant de personne. Tu veux contrôler ton marketing. Je pense que c'est vraiment de tout contrôler le plus possible pour avoir une pleine autonomie. Oui, c'est un peu plus dur. Oui, c'est plus cher. Oui, c'est plus complexe. Mais avant, tu sais, moi, si c'était à refaire, j'aurais pris mon temps. On a eu plein d'argent là, pour partir de cette entreprise-là. J'aurais pris mon temps, j'aurais parti d'une nouvelle compagnie dès le départ. Mais c'est facile à dire. Puis, ce que j'ai oublié de dire à l'époque, ça va faire 11 ans. Les soulèvements pour hommes, c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Là, c'était pas ça. On était au début, là, que les gens commençaient à payer un peu plus cher pour des soulèvements. Donc, il fallait, nous, en plus, éduquer la clientèle, convaincre les gens. Donc, il y avait tout ça qui rentrait en bout de ligne, si on veut. Mais une chose qui est importante, c'est de régler un problème. Tu sais, quand tu te lances en entreprise, si tu ne règles pas de problème, probablement, tu vas attendre longtemps avant de faire de l'argent. Il faut que tu trouves un problème, tu trouves une façon de le régler. Nous, on ne réglait pas vraiment un problème. Il y avait quand même une opportunité parce que je voyais que les gars, c'était vraiment négligé. Je vois au hockey, moi, je voyais les gars, c'était épouvantable. Je joue encore au hockey, puis je le vois que les gars, il y a une grosse amélioration qui a été faite. La plupart des gars ont des beaux soulèvements maintenant. Puis je sais, il y en a plein qui nous ont acheté chez nous. Je le vois, je vois des marques. Je me dis, même s'ils n'ont pas acheté chez nous, j'ai peut-être contribué à ça. Puis ce qu'on voyait, nous, c'est que les gars, il y avait de la misère à se procurer des soulèvements de qualité. Fait que nous, on est devenu un facilitateur pour ça. On n'a rien révolutionné, mais on a quand même réglé un petit problème. Puis ça, c'est devenu une business grâce à ça. Donc, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que je sers vraiment quelque chose? Puis aussi, je pense qu'il est important, moi, un des gros points qui a fait un gros changement dans l'entreprise, c'est il y a 4 ans, j'avais un compétiteur, puis on s'était jamais parlé, là, tu sais, on s'était jamais parlé, puis je savais qu'il était plus vieux que moi, puis un jour, on a pris le téléphone, on s'est appelé, on est allé manger ensemble, puis c'est devenu un associé, tu sais. On a vu que lui avait des faiblesses, puis moi, j'avais des faiblesses, puis si on se mettait ensemble, c'était complètement un autre game. Puis ça s'est fait tranquillement pas vite, tu sais. Lui, c'était une personne... un gars dans la soixantaine, donc beaucoup d'expérience. Moi, j'arrive jeune, très fougueux, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il a fallu comme doser. Puis, on s'est retrouvés quelque part entre les deux. On a pris notre temps. Ça fait 4-5 ans qu'on travaille ensemble. On s'est pas associés tout de suite. On est allé progressivement. Puis, nous, on a fait nos preuves. Lui, il a fait ses preuves. Puis, aujourd'hui, on est associés. Puis, tu sais, on regarde vers l'avant. Puis, lui, il trouve ça bien intéressant parce que là, ça fait du reprenariat. Donc, c'est vraiment une situation qui est win-win. Donc, d'appeler notre compétition, je pense que ça peut être souvent une très, très belle opportunité pour venir consolider un marché. Fait que ça, c'est sûr que je le conseille là, à tout le monde. Là. Moi, c'est quelque chose que j'aurais dû faire avant, mais moi, je l'ai fait. J'ai pas de regrets, je l'ai fait. Puis parlant de croissance, de vent dans les voiles, là, comment que tu vois ta vie entrepreneuriale là, pour les prochaines années? Là, c'est sûr que nous, justement, lui était actionnaire de notre entreprise, donc il était déjà actionnaire de nous, puis on avait des discussions pour que nous, on devienne actionnaire de lui, puis qu'on fasse un genre de joint venture. C'était ça le projet. Puis on est allé en Floride l'année passée, fin janvier, début février, ils nous annoncent ça, on est tout contents, on prend un drink, puis on vient au Québec, boum, pandémie, fait que ça a comme... surtout lui, il était très touché, c'est des magasins physiques, donc lui, c'est complètement fermé, plus de revenus, plus rien. Nous, on était super occupés parce que quand on a fermé on a un magasin, nous autres, Mes Bobettes, puis quand on a fermé ça,
tout a explosé sur Internet à notre grande surprise. On était sûr qu'on allait faire faillite. Puis finalement, au contraire, les ventes ont explosé. On a des mois qu'on a fait 150% d'augmentation. Donc, ça a été grosse année pour mes bobettes. On s'est servi de ça. On a pris l'argent. On a investi beaucoup pour les prochaines années. Donc, on est venu solidifier un peu la base. Puis là, le plan de match, c'est continuer notre croissance chez mes bobettes, puis vraiment finaliser l'entente qu'on a avec notre associé pour que mes bobettes deviennent vraiment là, actionnaires des 10 autres magasins puis des autres points de vente qu'on a. Puis vraiment consolider notre position au Québec pour être vraiment le leader dans le sous-vêtement pour hommes. Puis on développe d'autres gammes de produits. Donc, on vend beaucoup de t-shirts, beaucoup de bas. Le linge mou, c'est la grosse mode avec la pandémie. On vend énormément de pantalons de jogging, des hoodies. Donc, c'est le fun, ça s'est diversifié. Ça fait des plus gros paniers d'achat aussi. Puis c'est le fun aussi pour notre équipe marketing. Ça fait d'autres choses à dire que toujours parler de sous-vêtements. Fait que c'est vraiment ça, c'est de se diversifier. Puis on pense être capable de encore doubler notre chiffre d'affaires l'année prochaine, puis se rapprocher là, du 10 millions là, quand même dans un horizon de 2-3 ans, là, ça serait ça l'objectif. Fait qu'un autre grosse poussée de croissance cette année, puis après, consolider, puis après, on verra, on ne sait jamais, des joueurs comme nous, il y en a au Canada anglais, il y en a aussi aux États-Unis. Fait que, on est toujours ouvert aussi à avoir des partenariats, à racheter la compétition. Nous, on aimerait peut-être ça grossir aussi par acquisition. C'est une façon d'aller un petit peu plus vite puis qui est assez facilement finançable versus de repartir à zéro des nouveaux marchés. On le vit actuellement en train de développer le Canada anglais. C'est quand même tough. Là, quand tu es habitué d'avoir du succès chez vous, puis là, tu tombes dans un nouveau marché puis tu pars vraiment là, de la base, c'est pas évident, mais fait que c'est ça. Fait qu'on est vraiment ouvert aux opportunités puis on veut parler justement de la compétition avec des acteurs dans notre industrie pour être vraiment au courant de ce qui se passe le plus possible. Puis je pense que c'est une réalité de plusieurs personnes. Là, commerce en ligne au Québec, achat local, on en entend beaucoup plus parler, mais la réalité n'est pas la même quand on sort du Québec. À toi, à date, est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as observées qui pourraient faire une différence pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette situation-là, qui veulent aller Canada anglais ou États-Unis, mais qui n'ont pas encore leur stratégie 100% solide? Oui, c'est ça. C'est pas évident. Chaque marché est différent. Moi, c'est sûr que je pense que la base, c'est d'être sur Amazon. Là. La première base, c'est d'être sur Amazon pour comprendre un peu le marché. C'est sûr que c'est compliqué, c'est pas super payant Amazon. Mais moi, je pense que c'est ce que je conseillerais, c'est de commencer par être sur Amazon, d'être solide, de bien maîtriser ça. Puis c'est sûr que l'autre erreur qu'on a faite sur mes bobettes, c'est de partir avec un nom comme mes bobettes. On adore notre nom parce qu'il fait rire, fait sourire. Mais cette affaire, je ne m'appellerais pas mes bobettes. J'aurais un nom qui serait bilingue. Qui me permettrait aussi ce que ça a fait, on n'a pas eu le choix, on a dû mettre en place une autre plateforme parce qu'au début, on a essayé d'avoir un site bilingue, mais c'était pas l'idéal. On avait 2 noms. C'est un peu complexe. Fait qu'on est revenu à la base. Maintenant, on a 2. C'est vraiment un site qui est miroir, mais on a complètement une autre marque sur le site en anglais. C'est vraiment le Thinking, c'est une autre page Facebook, tout est séparé. Parce que les anglophones, ils veulent pas ils veulent pas travailler avec des entreprises francophones. Ils veulent sentir que c'est une compagnie anglophone. On se cache pas qu'on est francophone, mais vraiment, c'est vraiment optimisé pour le marché américain, Canada, anglais. Fait que, je pense pas qu'il y a de recette magique pour personne, c'est de connaître son marché. Puis après, regarde, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, des influenceurs, c'est pas compliqué. C'est facile d'avoir des métriques. Tu fais des tests, tu l'essayes, ça marche pas. Tu restes autre chose jusqu'à temps que tu aies un retour sur investissement qui fait du sens. Donc, on est chanceux aujourd'hui. Là, le digital nous permet de facilement tester des concepts versus avant, c'était bien compliqué. Donc, c'est ça la force aujourd'hui. Tu es capable dans une journée ou 2 de tester ton projet et de savoir si ça va fonctionner. Même chose sur Amazon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour ça. Je pense que c'est vraiment plein de conseils ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé parler, qu'on n'a peut-être pas parlé jusqu'à date dans l'entrevue? Ben non, moi je pense que ça couvre pas mal l'ensemble de l'œuvre chez mes bobettes. C'est sûr que je pense que un petit conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est d'être résilient, de jamais lâcher. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas être innocent puis mettre ta famille dans le trou. Puis c'est sûr que moi, si un entrepreneur plus vieux vient me voir puis il me demande des conseils, jamais je vais dire mise tout, mais si tu es un jeune entrepreneur qui vient me voir puis tu n'as rien à perdre, c'est sûr je vais te dire fonce, tu n'as rien à perdre. Puis tu vas tellement déstabiliser le marché parce que tu es tellement kamikaze, tu es tellement comme tu es prêt à tout, tu déstabilises tout le monde. Nous, on était de même à l'époque, puis ça a fait partie intégrante de notre succès. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas ça, c'est sûr et certain, mais c'est un conseil s'il y a des plus jeunes qui écoutent. C'est une belle façon de rentrer dans le marché, c'est d'arriver
là, vraiment là, déstabiliser tout le monde puis arriver avec des nouveaux concepts. Quand on commence à être plus vieux, on est plus relax puis on veut pas trop d'instabilité. Moi, je m'en viens comme ça puis je comprends, mais quand j'étais jeune, je comprenais vraiment pas les entrepreneurs plus vieux d'être comme ça. Je comprenais absolument rien. Donc, moi, c'est sûr que je trouve que de partir jeune puis de foncer puis de prendre des risques puis de vraiment y aller all-in, je pense que c'est vraiment un bon conseil pour réussir. Là. Puis je pense quelque chose aussi que moi, j'ai entendu tout au long de ton entrevue, c'est de croire en soi puis croire en son équipe. Je pense que ça a été aussi un gros point pour passer à travers toutes les épreuves auxquelles vous avez passé. Oui, nous, on a toujours, aujourd'hui, on est rendu maintenant employé dans le bureau, puis c'est sûr que je fais confiance aux gens. Moi, je suis comme ça. J'engage quelqu'un, c'est pas pour commencer à tout faire. J'engage des gens compétents, je leur fais confiance, puis j'essaie de leur donner confiance. Puis ça nous amène ailleurs. Aujourd'hui, on bénéficie de plein de choses qui ont été faites par des employés, puis j'en bénéficie. Là, mais si je suis toujours dans son dos en train de tout valider puis de tout contre-valider, tu finiras pas par avancer. Je pense qu'il faut être là où il y a de la valeur, puis il faut être là pour former des employés, pour être capable d'avoir une petite armée qui travaille pour nous le plus possible. Puis l'autre chose que je peux dire aussi, c'est de s'entourer de bons associés. Moi, tout seul dans mon entreprise, ça me tente pas. J'aime ça me faire challenger. J'aime ça aussi quand je suis moins bon dans un truc. Par exemple, mon associé est meilleur en négociation pour certaines affaires, je vais l'envoyer lui. Des fois, c'est lui le bad guy, des fois, c'est moi. Puis c'est en fonction un peu de nos dossiers. Puis c'est le fun de pouvoir partager aussi tout ça. Sinon, tout seul, ça devient difficile d'être toujours tout seul dans son bureau. Surtout quand ça va mal, c'est pas évident. Oui, 2 têtes valent mieux qu'une. Donc... Effectivement. Puis même des fois, nous, on est 3, fait que des fois, c'est encore mieux. Là. Des fois, on sort des sentiers battus, puis c'est vraiment le fun aussi. Là. Merci beaucoup, Philippe, pour ton partage. Puis si les gens ont des questions ou aimeraient en apprendre davantage sur votre parcours, sur toi, comment ils peuvent communiquer avec toi? Bien, c'est sûr que moi, ma plateforme préférée, c'est Facebook. Donc, les gens peuvent me contacter sur Facebook. Je vais prendre le temps de discuter avec vous. Tout sinon, je suis sur LinkedIn, évidemment. Instagram aussi, mais Instagram, j'aime moins ça un petit peu. Super. Merci, Philippe. Donc, on va inviter les gens à aller visiter votre site web puis à continuer à vous souhaiter un bon succès dans votre croissance puis vraiment beau succès pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Parfait. Un gros merci. C'est super gentil.